Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux d'animer cette séance. Nos éminents panélistes vont parler aussi bien de la dette que de l'equity, puis je vous propose un ordre du jour, un schéma très original. On va parler tout d'abord du passé, de l'année 2024, et puis on essaiera d'avoir la vision de ces messieurs sur ce que sera, qui est bien sûr très évidente, la boule de cristal sur 2025 et peut-être plus, même si c'est certainement ambitieux. On vous laissera un petit peu de temps à la fin pour poser des questions également, bienveillantes ou perfides, comme vous voulez. Je vais peut-être me tourner d'abord vers l'entreprise de marché pour rebondir un petit peu sur les données qui ont été présentées sur le marché parisien. Quelle est votre vision? Quelles sont ces tendances? Comment vous les expliquez? Et puis on rentrera un petit peu plus peut-être dans le détail. Ok, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord un retour sur 2024 de notre point de vue. Il y a quelques tendances mondiales quand même assez importantes à noter en 2024, c'est-à-dire des tendances de vitesse très différentes. Donc d'abord dynamique très soutenue aux États-Unis en 2024, avec une croissance assez importante, une collecte sur les actions américaines également très importante, des messages macro assez importants également, et donc des résultats de sociétés américaines qui étaient assez bons et en ligne avec le consensus, alors que en Europe en fait la tendance était beaucoup moins dynamique en 2024, donc beaucoup d'intégration sur le contexte politique, géopolitique également, donc même si les tendances et les chiffres annoncés sur 2024 et lors des trimestres étaient plutôt en phase aussi avec le consensus. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur le marché européen et beaucoup de décollecte également sur les actions européennes, mais aussi des actions en France, notamment à la fois sur la large cap mais également sur la mid et small cap. Des valos aussi assez différentes, donc l'écart n'a jamais été aussi important entre les valos. Si on prend juste le S&P 500 et on prend les indices majeurs européens, on était en écart d'à peu près 40%, alors que la moyenne sur une durée de 15 ans, elle est plutôt de l'ordre de 15 à 20%. Même si ça concentrait essentiellement sur, on va dire, des sets magnifiques, parce que bon, vous savez que donc sur le S&P 500, si on prend la valo de S&P 500, on a à peu près une concentration très forte sur 20% en fait du périmètre du S&P 500. Donc ça d'abord, ce qui a créé un marché d'IPO assez important aux États-Unis, moins forte en Europe. Mais il faut dire, pour compléter un peu ce qu'Agnès a dit également, donc 80% des sociétés qui sont venues s'introduire aux US ont une post-performance négative. En Europe, ce n'est pas du tout le cas. On a 70% des sociétés qui sont venues se coter en Europe ont une performance plutôt positive. 2024 encore. Et puis il y a une deuxième vitesse qui est aussi assez importante, c'est la vitesse en Europe sur le premier semestre et le deuxième semestre, notamment aussi en France. Donc on a vu en Europe à peu près 150 sociétés qui sont venues se coter. 38% de ces sociétés qui sont venues se coter sur un marché européen sont venues se coter sur un marché d'Euronext. Donc on est premier marché européen, y compris la LSE, donc le marché UK. Donc on est resté leader sur le marché des introductions en bourse. Et même si en France, effectivement, donc la tendance n'était pas hyper dynamique, quoique il faut d'abord dire que sur le premier semestre, par exemple, sur le marché européen, il a très vite démarré avec, par exemple, la privatisation de l'aéroport en Grèce, suivi par deux acteurs majeurs dans la défense, Renk en Allemagne et Theon aux Pays-Bas, chez nous, chez Euronext, suivi par des sociétés dans d'autres secteurs comme avec des très gros levées de fonds comme Galderma, CVC et évidemment chez nous en France, Exosens et Planisphère qui sont également sur du côté avec un vrai succès avec presque 700 millions d'euros élevés. Donc et après en fait sur le deuxième semestre donc effectivement donc ça a beaucoup ralenti surtout en Allemagne mais aussi en France avec les mesures politiques qui ont été prises et l'impact que ça a suscité notamment sur la valorisation, donc un des pires indices européens, c'était le CAC 40, c'est très rare, mais c'était bien le cas.
malgré tout cela, on a quand même 2 belles sociétés, mid et small cap, qui sont venues scoter, Agnès l'a dit, Odyssey et Lighton, dans des secteurs très porteurs, notamment avec des performances aujourd'hui très élevées. Bon, ça c'est une chose. Après, pour mesurer la santé d'un marché, il faut aussi regarder ce qui a été fait sur le marché secondaire. Donc, ça a été dit, donc le marché secondaire avec des levées de fonds des sociétés cotées a été très important. On a à peu près 170 sociétés qui sont venues lever des capitaux à Paris, dont 150 mid et small cap. On a eu de très belles réalisations, comme Sartorius qui a fait un placement privé de 1,2 milliard. On a Alstom qui a fait une offre publique de presque 1 milliard d'euros. Mais on a surtout des petites sociétés qui sont venues s'alimenter sur le marché de l'equity avec des montants de quelques millions d'euros. Donc, faut pas l'oublier. Et puis, le marché a été également porté par des opérations de blocs secondaires. On a vu des très grosses opérations, notamment sur le SPI, sur GTT par exemple, Bureau Veritas, avec des montants très élevés et des décotes très serrées. Donc ça aussi, ça donne quand même une idée de la santé du marché. Sur le marché des large cap, que moi je suis particulièrement, on a quand même eu, si on compte Exosens, on compte Planisware, on a Pluxee qui a fait un spin-off, et puis on a Hachette qui est également un spin-off, donc 4 sociétés avec une valo au-dessus d'1 milliard. Si vous regardez un peu les statistiques sur Euronext Paris sur les dernières 20 années, par exemple, la moyenne est plutôt entre 2 et 3 sociétés. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas si mal ce qui a été fait en 2024 sur Paris. Par contre, là où on a été beaucoup moins alimenté, c'est effectivement les intros sur les mid et les small cap. Mais comme je l'ai dit, et je laisse Vincent plus en parler, mais c'est vrai que donc on a quand même subi une décollecte majeure aussi en 2024 sur les actions. Il y a eu une concentration de la liquidité sur les large cap pour différentes raisons. La gestion passive, certes, fait partie des éléments qui ont un impact sur la concentration de la liquidité. Mais néanmoins, il faut quand même aussi le spécifier aujourd'hui. Si vous avez suivi un petit peu les annonces d'Euronext, c'est en 2024 et aussi récemment aussi avec la présentation de notre nouveau plan stratégique et les résultats sur 2024. La plateforme d'Euronext aujourd'hui n'a jamais été aussi forte, solide qu'il y a 10 ans. Donc, on a beaucoup investi dans l'infrastructure. On n'a jamais eu autant d'intermédiaires connectés sur la plateforme. On donne accès à un bassin d'investisseurs aujourd'hui très élargi en Europe également. Donc, on est aujourd'hui très solide en tant qu'infrastructure. Néanmoins, il y a effectivement donc un contexte global qui n'a pas été très actif, très dynamique pour les intros en 2024. Et mais on va revenir probablement sur les radiations. 2024 a été une année assez exceptionnelle sur la partie radiation. Mais on va peut-être en venir. Je vais vous expliquer pourquoi effectivement c'était le cas sur Paris. Merci pour ce panorama qui est très complet. Quelle est la vision du banquier qui a travaillé sur certaines de ces opérations? Comment expliquer peut-être de manière un peu plus poussée ce qui intéresse les entreprises, ce qui ne les intéresse pas, les risques qu'elles ont voulu prendre ou pas prendre, et les investisseurs, comment réagissent-ils à ce contexte? On a quand même des succès qui sont peu d'opérations certes, mais des belles opérations, des beaux succès, donc forcément une sélectivité. Quelle est la vision du banquier? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme ça a été dit par Agnès et Alain, l'année 24 ça les introductions en bourse, une année en fait en nombre d'opérations relativement modeste, mais effectivement avec quelques caractéristiques particulières. Ça a été dit, toutes les sociétés qui se sont introduites sur le marché avec levée de fonds enregistrent des parcours post-IPO particulièrement significatifs. On est sur des croissances qui vont bien au-delà des 10-15%. Certaines d'entre elles ont même doublé. Et donc ça, c'est un élément important parce qu'effectivement, ces dernières années, quand on partageait dans le cadre de cette conférence, un des éléments de difficulté pour ce marché des IPO, c'était la performance des entreprises.
On sait que retrouver la confiance des investisseurs, ça passe notamment par le fait d'avoir des bons parcours post-IPO. Et sur ce point de vue-là, 2024 a vraiment été une très belle année. Donc ça, c'est un élément. La deuxième caractéristique, ça a été dit, mais je souhaitais souligner, c'était ça a été dit par le sous-gouverneur de la Banque de France lors de son propos introductif. Un des enjeux en fait de la bourse, c'est aussi d'assurer le continuum en fait entre le non coté et le coté. Et à ce titre-là, les deux opérations qui ont été le Planisware et Exosens sont particulièrement intéressantes parce que déjà, c'est des sociétés qui étaient détenues majoritairement ou significativement par des fonds de capital investissement. Et donc, c'est des opérations qui se sont bien passées, l'IPO, mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont pu trouver de la liquidité dans des temps relativement proches de l'IPO pour continuer en fait à ce qui est également un de leurs objectifs, assurer la liquidité. Donc, on voit que ça, c'est un élément clé parce qu'on voit bien qu'en fait, ce fonctionnement entre le privé et le public, aujourd'hui, c'est probablement, on va dire, un point de très nette amélioration dans les années à venir, si on veut relancer ce marché des IPO et assurer la liquidité pour les très nombreuses participations et les très nombreuses levées de fonds qui ont eu lieu, notamment dans la tech, dans la partie privée. Donc ça, c'est vraiment les deux points que je souhaitais mettre en avant. Après, comme ça a été dit, et je vais également insister sur ce point-là, c'est aujourd'hui la problématique des introductions en bourse et notamment des PME ETI, c'est pas tant la volonté des entreprises, parce que les entreprises, ça du coup je peux partager avec vous ce qui est une partie de mon quotidien, sont très largement et restent encore très largement intéressés par le recours au financement public, y compris les PME et ETI bien évidemment. Mais le problème en fait il est clairement sur le fléchage de l'épargne. Très clairement, on l'a dit, c'est une classe d'actifs qui est pourtant particulièrement attractive, puisque si on regarde l'indice, ne serait-ce que l'indice CAC Mid Small d'Euronext, depuis sa création en 2002, la performance moyenne annuelle, dividende réinvesti, c'est plus 6% par an. Et ce, malgré 5 années, là, relativement beaucoup plus compliquées, en fait. Donc, ça reste une classe d'actifs intéressante pour l'épargnant. Mais pour autant, la collecte n'est pas là. Et donc, le fléchage de l'épargne vers ces fonds PAPME, ça reste pour moi l'enjeu majeur pour relancer le marché et renforcer les fonds propres. Donc là-dessus, il y a eu en 2024 des éléments intéressants, notamment dans le cadre de la loi attractivité, une modernisation du dispositif PAPME qui est désormais beaucoup plus simple, qui a un cadre beaucoup plus facile en fait pour les sociétés de gestion qui souhaitent y investir. Donc le cadre est là, mais pour autant à ce stade, et ce malgré également à souligner certaines initiatives, notamment des pouvoirs publics et je pense notamment à l'initiative de CDC Croissance qui a décidé au-delà de sa propre participation, CDC Croissance est un acteur important déjà en direct de l'investissement dans les PME ETI cotées, a annoncé le souhait pour dynamiser cet écosystème d'investir en fonds de fonds, 500 millions d'euros à déployer au cours des prochains mois et d'ici la fin de l'année. Mais on voit que quand on regarde les chiffres là, du coup, du début 25, ce n'est pas suffisant puisque la décollecte, même si elle a ralenti, elle reste. Et c'est pour moi clairement le point critique si on veut en fait relancer la gestion active. C'est un point clé en fait. On sait effectivement il y a une poussée de la gestion passive, mais il faut en fait redonner les moyens à la gestion active de pouvoir investir parce que le côté entreprise, comme je disais, beaucoup d'entreprises continuent à s'intéresser à la cote. Il y a beaucoup de travail pédagogique qui est réalisé en fait, que ce soit dans le cadre de programmes qui sont dirigés par Euronext et par l'ensemble de la plage. Je pense à un programme comme IPO Ready. Chaque année, 40 à 50 sociétés, 40 à 50 dirigeants d'entreprises sont formés en fait pour s'acculturer en fait à ce que pourrait être la bourse pour le financement de leur croissance. Il y a d'autres initiatives qui sont menées. Je pense également à des initiatives qui sont portées par
par le ministère de l'économie qui pointe en fait et qui identifie les ETI dans le cadre d'un programme qui est le programme Étincelle, où on se rend compte que c'est des sociétés à 80% des sociétés industrielles. Voilà, donc beaucoup d'initiatives, beaucoup de formations. Donc c'est pas du côté des entreprises clairement que le problème est. Le problème, il est clairement, encore une fois, sur redonner de l'attractivité à ces fonds PME et cette gestion active qui est pour relancer le marché. Merci beaucoup. Donc un écosystème qui peut-être vous fait encore un petit peu défaut et qui, j'espère, va bouger. En termes de secteur, une question pour tous les deux. Dans les programmes que vous mettez en place pour les sociétés qui regardent un petit peu ce marché, également d'un point de vue investisseur, vous avez quel sentiment les secteurs, je ne veux pas parler de perspective, mais quand même trop, on en parlera tout à l'heure, mais vous voyez des gens qui s'orientent plus, notamment côté investisseur, dans des domaines qui sont très attirés par certains domaines, qui seraient prêts à faire. Est-ce qu'il y a des secteurs qui se distinguent un petit peu et dans les entreprises que vous regardez, vous préparez, puisque vous avez un rôle très actif pour préparer les entreprises à la cote. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus en avant que d'autres? On a évoqué tout à l'heure l'énergie, la tech, bien sûr, mais on a vu qu'il y a eu beaucoup d'à-coups aux États-Unis dans ce domaine. Ça n'a pas été simple, ça a été même parfois un frein pour beaucoup d'entreprises dans ce secteur en France. Est-ce que c'est aussi un élément bloquant un peu? Alors, évidemment, la défense aujourd'hui a fortement la cote. C'est clair que donc là aussi, donc des opportunités d'investissement se font là où effectivement les paramètres sont le plus alignés à la hausse, on va dire. Donc ça, c'est une tendance. On voit clairement une forte collecte sur la valeur qui sont ou bien dans la défense ou proches, qui sont alimentés par la défense. Donc ça c'est une chose et c'est clair que pour nous vu ce qui a été dit également donc il y a quelques semaines au sein du gouvernement, donc nous aussi on se positionne évidemment pour aider ces sociétés à se financer sur la marché, parce que beaucoup de sociétés issues du bassin industriel et technologie de la défense sont pas forcément très rentables aujourd'hui. Et donc, voilà, pour avoir des opportunités d'investissement, il faut quand même qu'il y ait des fondamentaux assez solides. Mais pour cela aussi, il faut se renforcer en equity à côté de la dette, évidemment, qui reste très compétitive aujourd'hui. Sur la tech, évidemment, donc on est très présent avec nos programmes d'IPO Ready et d'autres programmes qu'on structure également, qui sont pas publics, qui sont plutôt privés. Donc on sait qu'il y a beaucoup de tables rondes dans ce secteur-là. Maintenant, ces dernières années, ça a été assez compliqué. Ces sociétés se sont financées souvent avec des multiples très importants qui sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc très difficile aujourd'hui de venir sur le marché sans se diluer fortement. Donc ça, c'est une réalité. Néanmoins, ces sociétés ont aussi besoin de continuer à s'alimenter, donc que ça soit dans tout ce qui concerne la biotech, qui sont venus se financer en 2024, donc à hauteur de presque 500 millions d'euros. Personne n'en parle, mais quand même, c'est pas négligeable. La clean tech également, et donc tout ce qui concerne la deep tech, c'est évidemment donc le secteur plutôt stratégique considéré aussi, parce que voilà, les préférences collectives changent également. Il y a un contexte géopolitique qui change, et donc il faut évoluer avec tout cela. Mais ce qui est la beauté aussi de la bourse, c'est qu'il y a plutôt une réflexion justement des tendances de marché. On le voit dans nos indices. Également, le luxe a été très porté dans le CAC 40 par exemple, mais aujourd'hui il est à hauteur le poids du luxe est à hauteur de 20-25%. Il était à 35% il y a quelques années. La tech gagne de plus en plus de poids aussi dans un indice comme le CAC 40, et ça va sûrement continuer. Mais on est assez agnostique par rapport au secteur aujourd'hui, même si aujourd'hui sur la thématique IAG, il y a des évolutions en cours. Merci. Un commentaire? Oui, effectivement, on a eu dans les années fin de la décennie 2010, donc moi je dirais de 2019 jusqu'à 2022, on a eu un gros flux en fait de clean tech, qui en plus sont des sociétés qui ont des besoins capitalistiques importants. Cette vague, en fait, elle va rester, parce qu'on le voit, en fait, ça répond à des tendances de fond qui sont liées à la transition énergétique de nos économies. En revanche, effectivement, quand on regarde le parcours de ces titres-là,
elles pâtissent en fait pour bon nombre d'entre elles d'un parcours post-IPO compliqué. Donc c'est vrai que les investisseurs aujourd'hui, plus qu'un secteur d'activité en tant que tel, ils aspirent probablement à des PME ETI qui sont à un stade de maturité plus important. Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure le programme Étincelle, donc qui sont des sociétés qui sont à la frontière de la PME et de l'ETI, de l'ordre d'un chiffre d'affaires de un peu moins de 50 millions d'euros. Certains ont déjà dépassé ce cut-là, avec déjà du résultat. C'est probablement là aussi, en fait, ce que nous demandent les investisseurs, ne serait-ce que pour diversifier leur risque. Donc, la tech, bien évidemment, toujours, on a parlé ça a été cité, Lighton, qui est la première société dans l'IA générative cotée en Europe, qui a un très beau parcours et on sait qu'il y aura c'est des sociétés qui, pour les investisseurs, ont l'intérêt de la forte croissance dans les années à venir. Et puis, ça a été évoqué plus récemment, le secteur de la défense. Le panorama est clair. En fait, il y a 4000 PME, il y a des besoins de 3 millions d'euros de fonds propres supplémentaires d'ici à 2030. Sur les 4000, il y en a 1200 qui sont considérés comme stratégiques. Et effectivement, moi, je considère que c'est un secteur qui est particulièrement qui doit trouver du financement de fonds propres en bourse pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une thématique, et on l'a dit tout à l'heure, le marché, l'accès au marché public pour les PME-TI, c'est pas uniquement les institutionnels, c'est aussi le grand public. Et on sait que ces sujets, en fait, auront un écho favorable auprès des particuliers. Donc ça, c'est un premier élément qui doit en fait amener les entreprises de ce secteur-là à regarder la bourse. Et puis l'autre élément, c'est qu'effectivement, on l'a dit, ces sociétés qui manquent de fonds propres, c'est des sociétés qui sont aujourd'hui, pour bon nombre d'entre elles, peu rentables. Et donc, du coup, il y a probablement un mouvement de build-up, de concentration entre elles. Et ça, on sait aussi que c'est un moteur pour la bourse. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui font que ce secteur, en fait, peut rencontrer son intérêt à regarder la cotation en bourse. Merci beaucoup. Donc un marché qui résiste. En revanche, côté dette, un marché qui fait plus que résister, qui a été très actif. Donc une vision de ce marché. Avant de parler tout à l'heure, on reviendra pour vous trois sur les perspectives 2025, mais une vision du marché global et puis du marché français, et puis on descendra peut-être un petit peu les différents segments. Ouais. Merci Philippe. Bonjour à tous. Alors effectivement, Agnès a adressé en introduction le panorama du marché obligataire. L'année 2024 a été une année très faste en termes de volume. On a eu 375 milliards d'euros d'émissions en euros, avec une vitesse de croisière pour les émetteurs français qui, eux, ont levé l'année dernière 66 milliards. Donc pour faire la comparaison, 375 milliards, c'est la deuxième plus grosse année jamais enregistrée après celle de l'année Covid. Donc, je vais pas revenir sur Covid, mais en 2020, après cette fermeture du marché, il y avait eu une accélération très significative des émetteurs qui ont voulu à tout prix sécuriser leurs besoins de financement. Et sur 2020, on avait dépassé le seuil des 400 milliards. Donc, très belle année l'année dernière, qui a été porté principalement, et je pense que c'est le premier driver du marché, qui continue d'ailleurs, et c'est ce qui a été mentionné tout à l'heure, c'est les taux sous-jacents et la politique monétaire de la BCE. Donc, le cycle monétaire qui a débuté le 6 juin dernier, je vous rappelle qu'on a 6 baisses de taux déjà, donc on a 150 BP. Côté CACIB, on partage aussi la vue sur le fait qu'il devrait y avoir encore des baisses supplémentaires à court terme. La prochaine, qui est déjà quasiment pricée dans le marché, devra intervenir le 17 avril prochain, donc avec une baisse de 25 BP supplémentaires, et une autre, alors dans l'été, et l'été est effectivement relativement long, mais il devrait y avoir une autre baisse de taux. Et donc pourquoi c'est important et pourquoi c'est le premier driver ? Tout simplement parce que on est sur des taux qui ont remonté par rapport à cet environnement de taux bas qu'on a connu dans ces dernières années, et qui, juste pour vous donner des chiffres, aujourd'hui le taux de marché à 5 ans, ça vaut 2,35, le taux à 10 ans, ça vaut 2,60. Si on rajoute la composante spread de crédit, donc qui est la marge de crédit pour rétribuer les investissements des investisseurs, on est sur un rendement moyen sur une dette senior autour de 3,50 aujourd'hui. Et donc, ça fait un très bon point d'entrée pour les investisseurs pour investir, surtout
et c'est là où c'est important, dans ce cycle baissier de taux qui va continuer. Et pourquoi c'est important? Parce que les investisseurs, ils vont venir loquer du rendement, donc sur un rendement moyen autour de 3,50, et vont générer en fait ce qu'on appelle du mark-to-market positif dans leur portefeuille. Donc, en fait, c'est la dynamique principale du marché qui continue. Alors, on va revenir effectivement sur la tendance depuis le début de l'année avec un petit peu plus de volatilité, mais c'est ce qui a été le vrai driver l'année dernière. En tendance sectorielle, pour rebondir sur les secteurs, on a eu deux secteurs qui ont évolué de manière diamétralement opposée. Le premier, c'est le secteur de l'auto. Alors, rien à voir avec les tarifs qui vont être mis en place par l'administration Trump cette semaine, mais à partir de la publication des Q3 de l'année dernière, il y a eu beaucoup de headlines sur la partie, sur les constructeurs, notamment allemands, avec, si vous vous rappelez, des fermetures sur les grands constructeurs allemands qui ont entraîné, et donc des baisses de chiffre d'affaires sur le troisième trimestre qui ont entraîné un écartement significatif dans le marché secondaire. Et donc, en fait, le secteur auto a été le secteur qui, dans le marché obligataire, a le moins bien performé l'année dernière. Et à l'inverse, le secteur de l'immobilier, qui était, en fait, pendant cette crise de Covid, qui était pour lequel le marché était quasiment fermé et il s'était reporté sur des sources de financement bancaire sécurisées. Là, avec des taux qui sont redevenus sur des niveaux beaucoup plus faciles en fait pour eux, on retrouvait un net accès au marché. Et je reviendrai même sur une opération qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc, le secteur immobilier a été le grand gagnant l'année dernière en termes de rendement côté pour les investisseurs et de performance secondaire dans le marché. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a aussi, et donc en fait, je vous indiquais 66 milliards d'émissions qui ont été émises par les entreprises françaises sur ces 375, dans la norme, avec des vitesses de croisière sur les émetteurs français qui oscillent entre 50 et 75 milliards. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché obligataire a constitué effectivement son rôle de relais, notamment sur des financements d'acquisition. L'année dernière, on a eu 3 opérations inaugurales françaises emblématiques. Alors, chacune des 3 s'inscrit dans un contexte de refinancement d'acquisition, mais on a eu l'opération inaugurale de Française des Jeux, l'opération inaugurale de ITME, donc c'est Intermarché, dans le cas de reprise d'actifs de Casino. Et puis, au mois de novembre, je crois que ça a été salué récemment aussi par Euronext, mais l'opération inaugurale de Rocket, dans le contexte de son acquisition aux US avec l'émission d'une double tranche senior et couplée à une émission hybride. Donc, le marché continue de jouer son relais, et on a eu même la semaine dernière une dernière opération inaugurale française qui a été faite par HLD, qui est la holding, une holding d'investissement. Haute tendance, effectivement, le marché, et on a constaté une accélération sur la fin de l'année dernière, pour une simple et bonne raison, c'est que les émetteurs ont souhaité anticiper peut-être cette incertitude qui se dessinait avec 2 choses. Premièrement, l'investiture du deuxième mandat de Trump le 20 janvier dernier, et puis les élections en Allemagne qui étaient prévues le 23 février. Et donc, il est vrai qu'on a noté une accélération au Q4 d'émissions de la part des émetteurs. Sur la dynamique ESG, l'ESG, l'année dernière, représente 29% du volume, donc en ligne avec ce qu'on a constaté sur les années précédentes. Par contre, on a vu une augmentation de ce qu'on appelle les use of proceeds, donc les green bonds, avec qui représente 80% de la totalité du volume ESG, et à l'inverse, une baisse des fameuses opérations dites SLB, celles qui ont des indicateurs, des KPI avec des dates d'observation. Intéressant de noter également que ce marché de l'ESG est également en innovation. Il y a eu une première opération dans le marché globalement qui a été faite notamment par un émetteur français qui est à souligner, qui est SOR, qui a réalisé alors un Blue Bond. Donc, le blue étant une sous-catégorie du green. Et puis, plus récemment, je crois que ça avait été introduit par Agnès ou le sous-gouverneur ou Monsieur Beau, mais également le développement des EU GBS,
donc avec un fléchage des fonds de minimum 85% qui doivent être alignés sur la taxonomie européenne. Il y a eu déjà 2 opérations qui ont été faites dans le marché, une pour un utility italien qui est A2A, une autre pour un SSA français qui est Île-de-France Mobilité, et on travaille de notre côté sur 2 émetteurs français qui sont en train de mettre à jour leur framework pour envisager une émission EU GBS. Donc 2024, belle tendance qui a continué de manière différente sur 2025. C'est très intéressant, on voit un dynamisme réel, divers, très intéressant. Un point rapide, peut-être sur les sous-segments USPP, Schuldschein, EuroPP. Des choses à dire sur ces segments qui sont plus étroits, mais intéressants. Beaucoup plus étroit. Le marché si on commence par le marché de l'EuroPP, historiquement, on était sur des volumes qui étaient autour de 4-5 milliards. L'année dernière, on a terminé sur une année à 1,6, dont 1,2 milliard levés par des émetteurs français, ce qui est en fait une tendance qu'on constate depuis plusieurs années, avec notamment des relais sur d'autres sources de financement, et je pense notamment au Schuldschein, où le Schuldschein, effectivement, le Schuldschein avait été et un marché sur lequel l'année dernière on a eu 30 milliards d'émissions, qui avait été fortement impacté, on s'en rappelle, par le cas Orpea. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, il y a une reprise des intérêts, alors pas de tous, mais de la majorité des investisseurs, qui sont d'ailleurs plus des investisseurs bancaires que des investisseurs institutionnels, sur les signatures françaises. Et y compris en fait sur l'ensemble du spectre du crédit. On a eu une très belle opération qui a été réalisée par Forvia pour plus de 550 millions d'euros en Schuldschein. On a encore des investisseurs asiatiques, notamment de grandes banques asiatiques, qui sont encore frileuses pour se remettre sur le Schuldschein de manière générale, et encore plus sur des signatures françaises. Le marché du USPP, le marché le plus profond, sur lequel effectivement là on s'adresse sur les fonds de pension américains qui adressent des maturités beaucoup plus longues. Quand on prend en considération les volumes domestiques, on frôle les 100 milliards de volume. C'est un marché qui fonctionne très bien. Pas plus tard que la semaine dernière, on a un émetteur européen qui a réalisé, je vous donne un exemple, on a fait une levée de 350 millions de dollars en 2 tranches, 10 et 12 ans, et on a reçu 3 milliards de dollars d'intérêt. Donc c'est des poches. Profond, si on devait classer en fait par volumétrie, par volumétrie, parce que chacun a des caractéristiques différentes. Mais évidemment, le USPP, lui, fonctionne toujours très bien, surtout avec la hausse des taux aux US. Le Schuldschein, on est sur plus de 30 milliards sur 2 années consécutives, et il y a des opérations qui sont en préparation. Et l'EuroPP, effectivement, malheureusement, par les primes d'illiquidité qui sont demandées et ce mécanisme de repricing, on reste sur des volumes qui sont malgré tout relativement faibles. On oscille sur 1,5 milliard autour sur l'année. Ok, merci beaucoup, c'est très intéressant et ça permet de mesurer la profondeur et l'importance de ce marché. Le temps passe. Avant de dire un bref mot sur votre vision de l'avenir, je voudrais revenir sur 2 sujets avec 2 questions un peu perfides mais importantes, parce que je pense qu'il faut les traiter, démystifier, expliquer. Les États-Unis. On entend souvent cette petite musique sur mais la cotation aux États-Unis pour une société européenne, française, pourquoi pas, c'est très intéressant, vous aurez des valeurs extraordinaires, une liquidité profonde, etc. J'aimerais bien vous entendre rapidement, sur ces sujets, et je voudrais qu'on revienne, on l'avait évoqué tout à l'heure rapidement, sur les radiations. Ça a un côté négatif, mais la thématique est quand même beaucoup plus complexe que ça. Donc, un mot de l'un et l'autre sur ces 2 thèmes. Peut-être sur les radiations. Alors, les radiations, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que quand ça va mal sur le marché, il y a probablement un peu plus de radiations. Donc, quand il y a un marché très dynamique porté par beaucoup d'IPO, en principe, il y a une corrélation aussi avec le nombre de radiations. Bon, sauf qu'on n'est pas dans ce contexte-là, on est plutôt dans le premier contexte aujourd'hui. Maintenant, si on regarde un peu les chiffres, sur 2024, c'est vrai qu'on a une année assez exceptionnelle, avec un bilan net assez négatif entre entrée et sortie.
Et en fait, il a expliqué de la façon suivante. Déjà, il y a un nombre de SPAC qui finalement ne se sont pas despaqués et donc qui ont terminé leur maturité et qui ont été radiés de la cote. Donc, on parle de 5 SPAC spécifiques. Puis, il y a aussi, vous savez qu'il y a, quand on était encore marié avec NYSE, il y a eu beaucoup de sociétés américaines qui sont venues se coter sur Paris, pour raisons X, Y, mais qui n'ont jamais vu développer leur liquidité en Europe, aussi pour différentes raisons. Et donc, il y a une tendance ces dernières années de se concentrer sur son marché primaire. Et donc, 2024 aussi, on a vu pas mal de sociétés américaines encore. Le reste, il y a encore une qui reste, mais en fait, on a eu 8 ou 9 sociétés américaines en fait qui ont décidé de se concentrer sur le marché primaire, qui n'étaient pas forcément que cotées sur Euronext, à la bourse suisse ou en Allemagne même aussi. Mais donc voilà. Donc ça aussi, c'est une tendance. Et un troisième élément très important également, c'est que donc on a renforcé nos règles de conformité. Et donc, on a un peu plus respecté aussi nos propres règles de marché. Et donc, en décidant de radier, en fait, la société n'était pas du tout conforme avec les règles d'information de marché, des reporting, notamment sur le marché growth et le marché access. Donc, il y a beaucoup de sociétés, en fait, de ce fait-là. Et en plus, on a eu une série de faillites. Il faut le dire aussi. Donc voilà, c'est pas la bonne raison, mais qui ont contribué également à un delta beaucoup plus négatif que les années précédentes. Si on regarde un peu l'historique statistiquement comme ça sur la dernière 20 années, pour avoir un marché sain, faut quand même avoir au moins 25 sociétés qui viennent se coter. Je parle que de spécifiquement sur Paris. 25 nouvelles sociétés pour dire que, on a une bonne dynamique. Là, on parle de 13 sociétés qui sont venues se coter, donc on n'y est pas. Et on aura toujours à peu près 15 à 20 sociétés qui vont décider de se rallier pour des raisons de M&A principalement, parce que voilà, faut le préciser aussi, c'est pour les bonnes raisons que les sociétés parfois aussi. Donc ils sont beaucoup plus visibles quand on est coté avec des belles croissances, et donc ils attirent également pas mal de fonds ou d'autres acteurs dans l'industrie. Donc voilà, ça c'est des éléments de contexte de radiation, mais je veux dire 2024 n'est pas une année où on doit beaucoup se soucier finalement aussi, parce qu'il y a une tendance plus négative qu'en 2023. C'est pour des raisons pour nous essentiellement techniques, et là où on doit vraiment travailler, c'est sur les entrées et pas forcément sur les sorties. Merci beaucoup. Vincent, le petit point sur les États-Unis. Quelle est ta vision? La réponse à ça, elle est relativement simple. Elle n'a pas changé en fait. C'est une question qui est pas nouvelle en fait, depuis que je travaille dans ce secteur-là, elle revient régulièrement. En fait, la réponse est très simple. Ça dépend en fait de ce que vous faites, de votre taille. Donc, si vous êtes un acteur de taille mondiale, que vous avez une part significative de votre activité, on dit souvent la moitié de votre activité est réalisée aux US avec des vrais actifs. Là, vous avez en fait un intérêt en fait à regarder la cotation aux US, parce que c'est un marché beaucoup plus liquide, on l'a dit, qui price beaucoup mieux. Mais si c'est pas le cas, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt parce que vous n'aurez pas en fait ce que vous allez rechercher, à savoir la liquidité. Vous n'aurez pas l'attractivité en fait des fonds. Donc en fait, la réponse elle est assez simple. Et alors, comment elle est traitée? Il y a beaucoup de sociétés qui commencent une cotation en Europe et qui ensuite, une fois avoir je dirais s'être acculturé au fonctionnement du marché financier et la taille aidant, et avec ce prisme US se développant, on peut aller faire une double cotation aux US. Ça c'est voire même ne choisir que le marché US, mais ça reste à ce stade relativement rare. Et je dirais on n'a pas notre intérêt là du coup d'un point de vue souveraineté en Europe, c'est de faire émerger ce marché action en Europe, parce qu'on sait très bien que la conséquence en fait d'une cotation outre-Atlantique, ça s'accompagne souvent d'un transfert en fait du siège social en fait de la décision, et notre intérêt encore une fois, il est que dans une première étape, ces entreprises continuent et se développent en Europe.
Des sujets lourds et complexes et pas forcément simples, notamment sur les cours de bourse. Il y a eu aussi beaucoup de déceptions. Oui, donc sur l'US, je veux quand même que je complète un élément. C'est vrai que donc, enfin, juste pour vous donner aussi quelques statistiques quand même, parce que on fait pas mal de choses sur ce volet-là. Donc entre 2018 et aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus que 50 sociétés européennes qui sont allées se coter aux US comme cotation primaire, c'est-à-dire on parle pas de double cotation des sociétés déjà cotées en Europe qui se cotent aux US. Comme c'était le cas en France, il y en a pas mal dans la biotech qui ont qui ont fait cette démarche-là. Par contre, donc il y a eu une cinquantaine de sociétés qui sont allées se coter aux US en tant que société européenne. Il y en a 4 issues des marchés d'Euronext, 2 italiennes et 2 irlandaises. D'accord. Donc les 2 irlandaises, ça performe très bien. On n'a rien à dire. Effectivement, la Valo a pris 50% par rapport à la cotation primaire irlandaise. Ce sont des sociétés qui se sont délistées pour aller se coter en ICE, je le précise. Par contre, et on a fait des analyses, et je pense que pour ceux et celles qui le souhaitent, on peut le partager sur des métriques de comparabilité. Parce qu'on va pas comparer une mid-cap qui se valorise à 1 milliard avec Tesla ou Amazon. Ce n'est pas du tout comparable. Donc, il faut ce comparable et ce qui est comparable. Et donc, sur cette analyse-là, et ni le NICE ni le Nasdaq vont nous contredire, on a fait des études sur à la fois la liquidité et la valorisation également et la performance post-IPO. Et donc, par rapport à ça, il y a toujours quelques nuances, mais les tendances sont vraiment similaires en Europe et aux US. Donc, on a trop tendance à simplifier les choses, dire que on est mieux valorisé d'office, la liquidité est beaucoup plus forte aux US. Ce n'est pas du tout le cas, et même le cas comme Total Energies ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas une science exacte. Et aujourd'hui, personne sait dire ou confirmer. Aucun conseil, ni Total Energies d'ailleurs non plus, que changer les ADR, un programme ADR, ce sont des certificats pour des actions, va d'office augmenter la liquidité, apporter un flux d'acheteurs et donc augmenter aussi le multiple. Personne aujourd'hui est capable à le dire. Et sur la double cotation qu'on a, et donc on a une dizaine de sociétés françaises qui sont aussi cotées au Nasdaq. Quand on regarde, et si vous êtes connecté sur les bases de données externes, et pas chez Euronext, et vous comparez la liquidité sur le Nasdaq de ces sociétés-là et sur Euronext, on a en moyenne une concentration de 75% de volume concentré sur le marché primaire. Donc voilà, on n'a pas d'éléments qu'on peut partager avec vous, mais pour un peu démystifier effectivement le sujet. Merci beaucoup pour ces précisions. Ma question est toute orientée. Voilà, très bien. Peut-être pour terminer sur cette, il y a un autre élément. On parle souvent aussi du coût d'accès au marché. En fait. Et Philippe, ça, je pense que tu as la bonne perception. On parle des frais d'avocat. Exactement. Sur les marchés US, en fait, le coût d'accès. Les comptables aussi. Exactement, sont beaucoup plus élevés qu'en Europe. Non, c'est juste. Xavier, un point rapide, sur 25, le début 25, et puis cette vision pour tout le reste de l'année. Alors 25, premier trimestre qui s'est terminé hier, et en fait qui a été en 2 temps. On a eu jusqu'à mi-février un marché exceptionnel avec des émetteurs qui pouvaient accéder au marché sans aucune prime de nouvelle émission. Et en fait, il y a eu un vrai changement de paradigme et qui a été le game changer dans le marché, qui a été l'annonce en fait de l'Allemagne de son plan d'infrastructure de 500 milliards et puis le fait de pouvoir dépasser les restrictions aux freins de l'endettement. Juste pour vous situer, donc on est sur un plan de l'Allemagne de 800 milliards, alors qui évidemment va s'étaler sur plusieurs années, mais l'Allemagne a en circulation 1,3 trilliard de Bund. Donc en fait, quand on fait en valeur relative, ça a entraîné mécaniquement une hausse très significative du Bund dans le marché secondaire qui s'est écarté de 35 BP sur une séance. C'est le mouvement le plus important qu'on a constaté dans le marché depuis la chute de Berlin. Donc grosso modo, on a eu un repricing technique dans le marché de 40 BP. Intéressant au passage parce que vous avez déjà souvent, j'imagine, entendu parler du swap spread de l'OAT contre Bund, notamment avec les élections françaises l'année dernière. On avait atteint un pic de 85 BP.
Maintenant, avec ce mouvement du Boon, on s'est restabilisé. On oscille entre 70 et 72 BP entre la France et l'Allemagne. Et ça a été un vrai game changer, donc changement de paradigme dans le marché, repricing sur lequel, en fait, il faut pas non plus créer toute une polémique. On revient sur un rendement après cette hausse de 40 BP du taux sous-jacent sur un rendement qui était équivalent à celui de juin 2024. Donc, on n'est pas non plus sur quelque chose, si on regarde en all-in absolu, de stratégique. Deuxième partie du premier trimestre a été plus volatile, plus de tweets, plus d'annonces de la nouvelle administration qui ont créé plus de volatilité. Et donc, on est dans un marché sur lequel les fondamentaux sont toujours très bons, les fondamentaux techniques. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a toujours beaucoup d'inflows de la part des investisseurs pour investir sur cette classe d'actifs, pour les raisons que j'évoquais en 2024. Mais on est dans un marché donc plus volatile avec effectivement des fenêtres qui sont un peu plus difficiles à saisir. À titre d'exemple, il y a rien qu'hier, on a eu 3 no-go sur des opérations. Et typiquement, aujourd'hui, il y en a une qui vient d'être annoncée, on en parlait juste avant, Tikeo, qui est un crédit qui est plutôt dans le bas du spectre, mais qui est en train d'exécuter au moment où on se parle une opération en euros à 6 ans. Donc l'ensemble du marché est ouvert, des fondamentaux toujours très bons. On est passé d'une prime, de aucune prime flat sur la première partie du premier trimestre à 4-5 BP de prime et plus des fenêtres à saisir. Si on se projette sur le reste de l'année, il ne faut pas oublier que 2025 marque le début des tombées des émissions du Covid. En 2020, en fait, les tombées étaient, en fait, les échéances, on était sur du 5-6 ans, donc ça va commencer à arriver. On a beaucoup d'émetteurs aussi qui ont annoncé des entreprises, des programmes de CAPEX significatifs. Et donc, en fait, on projette normalement une hausse du volume 2025 par rapport à 2024 d'environ 5%. Donc, ce qui nous mettrait sur un niveau total sur cette année à plus de 400 milliards. Sur le premier trimestre, on est en retard de 11% par rapport à l'année dernière. Donc, en fait, il va y avoir beaucoup à faire dans ce marché qui risque d'être un peu plus volatile. Et il y a un autre point sur lequel, que j'ai pas mentionné, mais on parlait beaucoup de dette senior, mais tout le spectre est ouvert, y compris le spectre de la dette hybride. Donc la dette hybride, c'est dette subordonnée pour les corporates, avec aussi une compression très forte des primes de subordination qui traitent quasiment au plus bas. On est 130 BP au-dessus de la dette senior, et là sur lequel on a eu un déficit d'offre-demande. Le marché de l'hybride a été très fort, très actif jusqu'au 15 janvier, avec 8 milliards d'émissions. Et après, on a eu un stop, et il a repris la semaine dernière uniquement par 2 émetteurs français, donc Unibail et Eurofins, qui sont présentés sur la dette hybride l'année dernière. Si on se projette sur un peu plus sur 2025, donc effectivement mise en place demain Liberation Day de Trump, avec beaucoup d'incertitudes sur l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble des marchés, aussi bien euro-dollar. Donc on navigue un peu à vue, mais des opérations qui sont annoncées et exécutées malgré tout. J'ai mentionné Tikeo, mais il y a une double tranche aussi, Fresenius, émetteur allemand, qui est en train d'être exécuté. On a annoncé hier Lagardère aussi, sur des crédits donc, qui sont dans le bas du spectre. Le mois de mai, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais va être morcelé par beaucoup de jours fériés. Et donc, en fait, on arrive d'ici 2 semaines aussi sur les nouvelles périodes de blackout des résultats du Q1. Donc, en fait, les fenêtres vont être relativement courtes pour les émetteurs. Et quand on va avoir une stabilité de marché, ce qui est le cas aujourd'hui, on peut avoir effectivement une augmentation significative de la supply. On projette 90 à 100 milliards d'émissions sur le Q2. Autre thème, parce qu'on en a beaucoup parlé, défense. Bon, défense, en fait, il n'y a pas beaucoup d'émetteurs dans la défense, contrairement aux États-Unis. À part, si on regarde au niveau européen, on a BAE, Thales, Safran, Airbus, Leonardo. Mais en fait, on remplit pas de deux mains avec les émetteurs européens. À l'inverse, les émetteurs américains émettent de manière très significative sur le marché, qui est par ailleurs plus désintermédié qu'en Europe, mais on a une très grosse présence. Donc en fait,
pas nécessairement, surtout que les backlogs, les carnets de commandes vont être très fournis avec ces différents programmes de réarmement. Donc, on voit pas une tendance sectorielle se dessiner, déjà parce que, en fait, contrairement aux plus petites small mid-caps, ces entreprises vont pas avoir accès au marché public et on est plutôt sur les 5-6 très gros émetteurs. Par contre, il y a une autre tendance, à mon avis, qui est intéressante de noter, qui est celle de tout ce qui est réseau, transmission d'électricité et de gaz, qui, dans le contexte de la transition énergétique, ont des capex monstrueux à venir. Juste pour vous donner un chiffre, ça a été publié le mois dernier, le RTE, donc le réseau de transport d'électricité français, a 12 milliards de dettes obligataires en circulation. Le capex du RTE pour la décennie à venir est de 100 milliards d'euros. Donc, quelle que soit la profondeur du marché, ça vous donne malgré tout l'ampleur. Et ça, c'est pas français. En fait, c'est une tendance sectorielle qu'on voit venir sur les années à venir, et on a déjà commencé à avoir des émetteurs, donc des réseaux, pour renforcer la structure de capital et mettre aussi de la dette subordonnée pour maintenir leur équilibre. Donc, mot de conclusion, deuxième trimestre qui risque d'être encore un peu plus volatile avec toute cette guerre commerciale. Et sûrement, on l'espère, peut-être une stabilité un peu plus forte sur le deuxième semestre. Et puis, on déplore malgré tout toujours une nette reprise du M&A. Alors, ce qui peut se comprendre avec toutes les incertitudes macro-géopolitiques, mais il n'y a pas une nette reprise du M&A côté européen comparé aux US. Merci beaucoup, très clair. Messieurs, côté equity, un mot rapide sur votre vision. Alors très vite, 2025. Très vite, depuis plusieurs semaines, on a une collecte positive en Europe sur les actions européennes. Ça n'a pas été le cas depuis 2 ans. Donc déjà ça c'est très important et donc on voit un repositionnement des investisseurs des grands fonds américains sur la valeur européenne. Donc ça c'est une bonne chose avec les indices qui performent très bien. Donc ça aussi c'est un climat, on va dire, ça sont des éléments de climat assez positifs. Maintenant les investisseurs ils ont besoin de stabilité et une crédibilité sur la prévision également des business models des entreprises. Et donc, comme ça a été dit, avec les annonces récentes côté américain, c'est très difficile à modéliser, en tout cas, ces prévisions d'une façon assez claire et précise sur les années à venir. On a 2 exemples très concrets de sociétés d'une taille assez importante, donc avec des valeurs de plusieurs milliards, qui souhaitaient venir en premier semestre de 2025, mais qui ont, suite notamment à ces annonces, ont dû renoncer, en tout cas, à une IPO aujourd'hui et qui l'ont reporté à un stade ultérieur, mais qui vont venir. Donc, sur le premier semestre, je pense pas qu'on s'attend à de grosses opérations, peut-être quelques petites sociétés qui sont moins dépendantes d'un climat global et macro. C'est pas impossible. Par contre, sur le deuxième semestre, comme aujourd'hui, on a une instabilité côté offre, Vincent l'a dit, il y a des sociétés qui souhaitent venir. Si le climat se stabilise sur la deuxième partie et les investisseurs ont un peu plus de clarté, on peut s'attendre à de très bonnes surprises sur la fin de 2025. Merci beaucoup. Vincent ? 2025, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà une bonne visibilité sur ce qui va se passer en 2025, parce que je rappelle que le process d'une IPO, c'est grosso modo 6 mois d'instruction. Donc, on est fin mars, sachant que la période de fenêtre se termine souvent autour de mi-novembre. Donc, on a déjà une bonne visibilité. Bien évidemment, il y a toujours un caractère qu'on ne maîtrise pas, c'est tout d'un coup une forte demande côté investisseur. Mais si on part du principe que le contexte ne change pas, l'année 25, ça va rester une année relativement modeste en termes d'IPO. Il y aura des IPO, hein, il y aura des très belles ETI, des belles PME, notamment dans le domaine industriel, dans le conseil, avec qui on a déjà commencé en fait le process, mais ça restera un flux qui devrait être en croissance modérée en nombre et probablement pas de grandes opérations à ce stade. Hein. Mais encore une fois, la clé, ça reste comme je le disais. Le flux en fait et cette incitation sur de relancer la gestion active en fait sur les fonds PAPME. Je terminerai juste par un élément en fait, peut-être en conclusion, c'est le rôle et l'importance
dans le renouvellement de la cote, en fait, de cette catégorie des PME ETI, puisqu'on a souvent tendance un peu à l'occulter, mais quand on regarde aujourd'hui la composition du SBF 120, qui est le plus gros, enfin l'indicateur des 120 plus grosses sociétés capitalistiques en France à Paris, quand on regarde en fait cet indicateur-là, on voit que le quart de ces sociétés capitalisaient moins de 150 millions d'euros lors de leur introduction en bourse, et 40% d'entre elles capitalisaient moins de 500 millions d'euros. Donc on voit qu'en fait il y a un élément important en fait à faire venir ces entreprises, ces PME ETI, y compris sur ces tranches de valorisation pour le renouvellement en fait in fine de la cote. Bien, merci beaucoup messieurs. Agnès, pardon, nous sommes en retard, mais je crois que c'était assez éclairant pour vos invités, j'espère en tout cas. Merci encore. Et puis,